Gaëtan Vanet, journaliste, responsable de la rubrique internationale, rubrique monde à la radio, à la RTS, Radio-Télévision Suisse, mais la branche radio du média, et aussi ce que les Français appelleraient grand reporter. La Syrie, j'y suis allé issu d'une immense frustration. C'est-à-dire qu'on était en séance de rédaction et puis on se disait qu'est-ce qu'on peut dire sur la Syrie. Alors on avait d'un côté la version des opposants qui nous arrivait via Internet. On avait de l'autre côté la version du gouvernement. Et bon, on avait une idée de quelle était plus ou moins la vérité, la réalité là au milieu. Mais pour des journalistes, ça ne suffisait pas. Donc la frustration, c'est que dire et comment faire. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, il faut y aller. Et grâce à des reportages que j'avais fait précédemment en Libye, grâce à des réseaux que j'avais en Europe, le moyen s'est fait d'aller en Syrie. Donc je m'y suis rendu. Clandestinement parce que j'y allais pour voir les gens de l'opposition, des grassroots oppositors, c'est-à-dire vraiment des gens qui étaient là, qui faisaient tout le travail d'organisation, de coordination pour les manifestations populaires. Et donc j'y suis allé du 19 juillet au 4 août, essentiellement à Hama, à Al-Rastan aussi, avec une tentative d'aller à Homs, mais sans succès. Le passage s'est fait via la frontière turque, clandestinement, de nuit, avec toute la discrétion nécessaire pour arriver à Hama, où je suis donc resté du 19 juillet au 4 août. J'ai assisté là à 10 jours de manifestations, les manifestations quotidiennes de tous les soirs et les manifestations du vendredi après-midi, après la prière, après la grande prière du vendredi, donc les grandes manifestations, où j'ai assisté à des manifestations pacifiques, extrêmement bien organisées, avec tous les niveaux socioculturels qui y participaient, avec aussi des gens de toute obédience religieuse qui y participaient. Et ensuite, j'ai assisté à 2-3 jours de répression, avec l'entrée des chars de l'armée de Bachar el-Assad dans Hama, l'entrée aussi des forces spéciales et qui ont tiré sur les gens, qui ont tenté de réprimer les manifestations qui s'y déroulaient. Malheureusement longtemps, parce que la communauté internationale n'est vraiment pas décidée à agir de façon forte ou de façon armée, peut-être de façon asymétrique, mais vraiment extrêmement discrètement, extrêmement prudemment, donc pas pour l'instant. Et l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils l'ont dit dès le début. On ne veut pas intervenir de façon armée en Syrie comme on l'a fait en Libye, parce que les risques géopolitiques sont beaucoup plus grands. Et en disant ça de premier abord, ils se sont enlevés ce qui est l'ultime et le plus fort moyen de pression sur Bachar el-Assad. Donc lui, depuis, il a promis des cessez-le-feu qu'il n'a pas tenus, il a promis des accords de paix qu'il n'a pas tenus. Il sait qu'il peut jouer la montre, qu'il ne risque pas grand-chose. Et pendant ce temps, il essaye d'étouffer, d'éliminer l'opposition autant que possible, pendant qu'il y a des tentatives de vote, de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui sont de toute façon mis en veto par la Russie et par la Chine, ou alors qu'il y ait d'autres discussions, des propos soi-disant forts de tel ministre des Affaires étrangères de tel pays, ou même de la Ligue arabe, mais qui ne sont pas suivis de beaucoup d'effets en fait pour Bachar el-Assad. J'ai travaillé notamment pour des médias comme Al Jazeera, ce qui fait que j'étais connu de certaines personnes de l'opposition syrienne qui ont pris langue avec des gens de l'opposition libyenne pour prendre langue avec moi. Et à partir de là, ils se sont dit, est-ce que le journaliste est d'accord de venir en Syrie? On essaye d'assurer sa sécurité, on essaye de le faire rentrer, etc. Je suis entré en matière, j'ai accepté. Il a fallu 3 mois et demi de travail pour qu'on se rencontre, pour qu'on crée une confiance, pour qu'un réseau se mette en place. Et une des choses importantes aussi est que j'ai le physique de l'emploi, dans le sens, c'est de l'image, donc on voit ma tête. Je peux passer pour un local. Pour un Syrien, c'est ce qui s'est passé. J'étais habillé à la locale, on m'a fait une coupe de cheveux à la locale dès que je suis arrivé sur place. Et j'étais en quelque sorte un jeune Syrien parmi de jeunes Syriens. Et la deuxième chose, pourquoi y aller moi et pourquoi y aller, vu que j'avais le réseau, vu qu'il y avait cette frustration journalistique. Et le troisième point, pourquoi prendre ce risque? Parce que quelque part, je pense que j'ai le malheur de croire en ce job où l'information est juste nécessaire. Surtout comme avec Bachar el-Assad, où on a un régime qui vous dit non, non, tout va bien dans le pays, il y a juste quelques bandits qui terrorisent la population. Et en même temps, ils vous disent non, non, mais ne venez pas, on vous interdit de venir, il n'y a rien à vérifier. Évidemment, quand on a deux discours comme ceci, pour un journaliste, il y a une seule envie, c'est d'aller vérifier la chose sur place. Et donc ça, il faut bien comprendre que c'était en juillet-août 2011, donc c'était une époque où
La révolte, le mouvement révolutionnaire, appelons ça comme on veut, est encore véritablement pacifique. C'est-à-dire qu'on avait ces manifestations pacifiques. Les seules armes que j'ai vues, c'est 5 ou 7 personnes qui étaient armées. Et ensuite, c'était aussi pour se défendre de l'entrée des chars en ville de Hama, la fabrication de cocktails Molotov. Mais le mouvement était extrêmement majoritairement pacifique. Par contre, des choses que j'ai dû corriger, c'était par exemple le nombre de manifestants qu'il y avait à Hama, les agences de presse, via les contacts qu'ils avaient sur place, qui les renseignaient par téléphone, parlaient d'un demi-million de manifestants à Hama. C'est complètement faux. En ayant été témoin, je peux dire qu'il y en avait quelques dizaines de milliers maximum. Mais toujours est-il que y être à ce moment-là a permis de déconstruire tout le discours gouvernemental qui était celui de dire qu'il y avait des bandes armées qui terrorisaient la population, ce qui était complètement faux, que les manifestations n'étaient pas pacifiques, ce qui était faux aussi. Ce à quoi j'ai assisté, c'est véritablement des manifestations pacifiques pendant des jours et ensuite une répression armée une répression violente par l'armée de Bachar el-Assad et par ses forces de sécurité. Il y a deux choses qui montrent peut-être le fonctionnement du régime de Bachar el-Assad à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. À l'intérieur du pays, je suis allé à un moment donné à Al-Rastan, qui est une petite localité à proximité de Hama, pour aller photographier les dégâts faits par les tirs de l'armée. Et là même, j'ai été photographié par des gens des services de sécurité de Bachar el-Assad. On a repéré ces gens qui nous photographiaient, donc on a fait semblant de rien, on est remonté dans un véhicule, on est parti. Dès qu'on a été hors de vue de ces gens-là, j'ai sauté de mon véhicule. Une moto en appoint est venue me prendre pour me dégager de là, et le véhicule a continué son chemin, et 150 mètres plus loin, il s'est fait arrêter par les services de sécurité, et le chauffeur et la personne qui était là se sont fait arrêter. Donc ça montre comment fonctionne le régime, c'est-à-dire que partout, il y a des gens des forces de sécurité qui surveillent et qui prennent des photos. Et comment l'histoire s'est terminée, on avait monté toute une story comme quoi ces gens-là étaient dans la construction, ils venaient photographier les dégâts, moi j'étais quelqu'un qui bossait avec eux, et ensuite on a payé une certaine somme d'argent pour qu'ils détruisent le rapport d'arrestation. Ça s'est fait comme ça. Donc là, ça illustre cette surveillance permanente qui existe même dans des petites localités comme Al-Rastan, situées entre Hama et Homs, qui sont pourtant deux grands centres de l'opposition. Et puis le deuxième exemple se situe a posteriori, après mon départ de Syrie. 3 des personnes qui m'ont beaucoup aidé ont été arrêtées. Une a été libérée, 2 sont actuellement portées disparues depuis le temps, ça fait des mois et des mois. Et l'une d'entre elles est apparue sur la télévision nationale syrienne, dans un grand quotidien syrien, où il expliquait que moi j'avais désinformé, que j'avais été désinformé, et que j'avais notamment laissé du matériel pour la révolution, puisqu'en quittant le pays, j'ai dû passer dans une zone tellement dangereuse que je ne pouvais pas sortir avec mon matériel, à part une clé USB avec ce que j'avais ramené comme son, mais mon ordinateur, mon téléphone satellite et tout le reste a dû rester à l'intérieur. Et ça a été évidemment récupéré par les services de sécurité de Bachar el-Assad quand ils ont arrêté la personne qui m'a aidé. Et du coup, ils ont exploité ce qui semble être une erreur du journaliste, alors que c'était juste une question de survie, pour dire, vous voyez, il aide la révolution, il a laissé du matériel pour tenter de discréditer le discours que j'ai ensuite pu tenir, les reportages que j'ai pu présenter dans différents médias. Donc ça montre cette double pression qui existe dans le pays et même à l'extérieur où ils essayent d'agir pour discréditer tout discours qui va ou tout reportage qui va à l'inverse de la version officielle des événements. On est juste quelqu'un qui essaye de rapporter et de rapporter ce qu'on voit. L'essentiel est là, c'est vraiment s'arrêter à dire moi je ramène ce que je vois, c'est-à-dire est-ce que je dois dire que j'ai vu des opposants qui se disent pacifiques construire des cocktails, fabriquer des cocktails Molotov pour se défendre face à l'arrivée des chars? Je l'ai vu, donc oui, je dois le dire. Est-ce que je dois dire qu'il y avait quand même entre 5 et 7 personnes armées sur les barricades pour faire face aux chars et aux troupes spéciales, aux forces spéciales de Bachar el-Assad? Oui, je dois le dire. C'est pas parce que j'étais aidé par l'opposition pour faire mon boulot que je dois rapporter uniquement des faits qui finalement seront à l'avantage. Pas du tout. D'ailleurs, ça a créé quelques débats épiques, notamment sur le nombre de manifestants qu'il y avait, qui était largement inférieur à ce que eux disaient, mais c'est le chiffre que j'ai fait sortir, c'était mon estimation, qui était basée sur des calculs avec des méthodes scientifiques. On calcule la surface de la place, on sait combien on peut mettre de personnes par mètre carré, et on fait le total de manifestants. Quand j'ai pris les photos des fabriques de cocktails Molotov ou des gens armés, les gens de l'opposition qui m'accompagnaient et me protégeaient aussi en quelque sorte étaient furieux, mais après discussion ils ont admis que je faisais que mon travail.
Donc c'est un travail permanent de garder la distance par rapport aux gens qui vous aident, de garder une objectivité maximale autant que possible, mais en même temps rester juste modeste et se dire je rapporte les faits de ce que je vois. Il ne faut pas penser qu'on est le seul, il ne faut pas penser qu'on écrit l'histoire parce que de toute façon c'est pas vrai, c'est pas nous qui écrivons l'histoire, c'est les gens qui font les événements. Il faut juste s'en tenir à ça, avec une modestie simple. Negotiate with your